Monsieur Everbeck, vous déclinez vos noms, prénoms, et vous jurez de dire la vérité, avec la vérité, toute la vérité. Vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Al Capone, expert en fraude fiscale, non pardon. Alain Everbeck, donc je le jure. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Alors, Monsieur Everbeck, vous êtes DRH de Poquelin. Comme activité chez Poquelin, j'ai cette définition. Poquelin est le leader mondial des transmissions hydrostatiques intégrant des moteurs fort couple à cam. Oui, c'est un peu alors technique, cam, vous avez signé il y a quelques années un accord extraordinaire. Ouais. Vous aviez fumé quoi ce jour-là? Justement, la moquette. Non, Non, vous pouvez peut-être nous présenter cet accord. Oui. C'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Oui, c'était assez fou de penser que vous avez réussi à faire signer à tous les syndicats un accord de baisse du salaire. En fait, j'ai un président qui m'a dit... Alors, le chiffre d'affaires a chuté de 41% en 6 mois. Et j'ai un président qui m'a dit, vous allez baisser la masse salariale d'un tiers. On baissait aussi les frais généraux de 40% sur l'ensemble du groupe, et qui m'a dit vous fermerez aucune usine, vous ferez pas de plan de licenciement, vous vous débrouillez. On s'est débrouillé, voilà. Donc on a fait ce qu'il fallait, et donc on a signé tout simplement un accord qui a fait date, puisque effectivement il a été repris dans le volet maintien dans l'emploi de l'ANI de janvier 2013, puis dans le texte Sapin de juin 2014, et après dans les versions, je dirais, Rebsamen, Macron, El Khomri, etc., sur un troisième motif légal de licenciement économique issu du Code du travail, c'était parfaitement légal, dit sui generis, qui disposait que quand on signe un accord avec ces organisations syndicales, on peut finalement licencier toute personne qui refuserait de se voir appliquer cet accord pour motif dit sui generis, donc de manière très rapide, très efficace, collective et sans aucun PSE. Et donc on a signé avec tout le monde, la CGT, contre l'avis de certaines centrales d'ailleurs. Contre l'avis de M. Martinez, oui, qui a pris son téléphone à l'époque pour discuter avec mon délégué syndical, carrément, et donc de la CFDT à l'époque et de la CGC. Et donc on a baissé les salaires de 20%, le corps du salaire, sur 9 mois. On a fait tout un jeu autour des primes, c'est-à-dire qu'on a maintenu toute la partie individuelle de la rémunération, et on a concomitamment abaissé le temps de travail de 20%, puisqu'en France, on ne peut pas abaisser le salaire et sans faire l'un ou l'autre. Et donc, on a tout simplement utilisé, pour les experts, le L122-12-8, je crois, du Code du travail. Non, L1222-8, pardon, L1222-8 du Code du travail, qui dispose, ce que je viens de dire, sur la signature d'un accord majoritaire. Voilà, tout simplement. Enfin, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est pas la partie, au final... ça a été le déclencheur d'une rénovation du système de PSE en France et le noyau du maintien dans l'emploi. Et on a créé, à partir de notre petite PME, finalement, de l'Oise, un troisième motif de licenciement économique qui n'existait pas auparavant. Voilà. Alors, juste pour la fin de l'histoire, oui. Vous êtes revenu donc à meilleure fortune, oui. Et les salariés ont retrouvé leur rémunération. Oui, absolument. C'était un pari. On a baissé les salaires de 20% sur 9 mois, ce qui faisait 15% sur 12 mois. Je résume. On a au final gagné de l'argent en fin d'année. On ne s'y attendait pas, avec 41% de chiffre d'affaires en moins mondialement. Et donc on a redonné, on a été bénéficiaire de 2,1 millions d'euros, pour être très précis. On a donné un tiers immédiatement de ces 2,1 millions d'euros, c'est-à-dire environ 700 000 euros, aux salariés dès le mois d'avril de l'année suivante, sans aucune négociation, sans aucune discussion. On a renégocié les salaires comme on le fait tous les ans au mois de juillet, où on a donné une augmentation de 2%. Ce qui fait qu'un opérateur, au final, perdait entre 4, 5% et 7%, puisqu'avec des systèmes de primes, on maintenait, c'était tout un jeu. Donc, fondamentalement, ils ont quasiment rattrapé la perte
en 2010 la perte qui avait été connue en 2009. Voilà. Et on a maintenu tous les emplois. Ça, c'est la communication. Dans les faits, ça n'a pas tout à fait été tout à fait exact. Mais enfin, bon, ça reste... Ceci est une autre histoire. Je vous raconterai après. Voilà. Alors, cet événement-là, est-ce que ça vous a forgé, en fait, votre conception d'une façon de voir les choses en matière de dialogue social? Oui, oui. Est-ce que les relations, en fait, dont on parlait tout à l'heure, les relations de confiance en particulier, ont été bénéficiaires de cette situation? Oui, on construit que sur la confiance. Et je reprendrai ce qu'a dit Jean-Christophe Sibéras sur effectivement le rôle du management. La confiance, c'est très important. Mais ce que j'aurais envie de dire en matière de relations sociales, c'est que c'est comme un fleuve. C'est comme l'Amazone, c'est un fleuve très long, très difficile, qui passe dans des endroits compliqués. Et donc, quelque part, en amont, on a le travail collaboratif. Tout se passe bien, on est dans le consensus. Et en aval, on a la résolution des conflits, si ça se passe mal. Et donc, le rapport de force. Et donc, entre les deux, il faut chercher à faire flotter la barque. Et comme disait Jean-Christophe, on est tous dans le même bateau. Et donc, faire flotter la barque, ça veut dire quoi? Ça veut dire veiller à ce qu'il y ait un alignement entre la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire sa mission, sa vision du succès, entre les rôles de chacun, qui sont finalement de 3 ordres. Je le dirais en anglais, mais il y a les spécialistes, les partenaires et les drivers. En gros, les experts, les managers et les patrons, mais bon, je vais passer vite. Les jobs, les postes de l'entreprise et les individus. Et il faut veiller à ce que tout ça soit aligné. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Pour plein de raisons. Et donc, maintenir la barque à flot, c'est veiller d'abord à ce qu'on ait cet alignement pour instaurer la confiance dans le consensus et qu'au final, on veille à l'équilibre des parties prenantes. Et si on a fait ce qu'on a fait en 2009, c'est justement ça. On a leveragé l'équilibre des parties prenantes. On a leveragé le climat de confiance qu'on avait créé dans les 20 années précédentes par une politique sociale, par un respect des corps intermédiaires, des individus, mais aussi de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire il faut payer vos fournisseurs, il faut payer vos impôts, il faut respecter les institutions, il faut respecter évidemment les salariés, l'actionnaire, enfin bref, l'ensemble des gens qui gravitent autour de l'entreprise, qui en vivent ou qui peuvent en tirer quelque chose. Et ça, c'est fondamental, fondamental. Et quelque part, le chef d'entreprise, il est un des derniers acteurs dans cette société qui a, par obligation, le souci, en tout cas parce qu'il est au centre de tout ça, de respecter l'ensemble de toutes ces parties prenantes. Et donc, je dirais, la première chose, c'est le consensus et la confiance. La deuxième chose, c'est si ce consensus et cette confiance ne marchent pas, c'est le rapport de force. Et donc là, il y a des thèmes du rapport de force. L'absentéisme. Alors, est-ce que l'absentéisme est un humanisme? J'en sais rien. Bon. Il y a la coopération. On est si proche de nos dirigeants qu'on pourrait presque se parler quand on regarde certains organigrammes. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ça c'est votre patron qui vous dit que dans les 3 derniers mois, vos résultats ne sont pas là. Vous lui dites, mais je dois y aller, je dois vite aller à l'école pour parler de mon fils avec son professeur. Le prof vous reçoit et vous dit, les résultats de votre fils, dans les 3 derniers mois, ils n'étaient pas très bons non plus. Donc bon, là vous vous dites, je pense qu'il y a un équilibre dans ma vie professionnelle et personnelle, mais il n'est peut-être pas le bon. Bon. Il y a l'ego de chacun, des managers, etc. Donc le rapport de force, il est multiple, on le rencontre partout. Et là, c'est la fameuse phrase d'Al Capone, il vaut mieux être poli et armé que simplement poli. Et cette phrase-là, on est tous très pragmatiques, mais on se l'applique à tous. Mais une fois que tout le monde s'est armé, c'est le bazar. Et donc on est quand même dans un sacré chaos. Donc il faut arriver à tirer le positif, le mieux de tout ça, et à remettre les gens finalement ensemble pour pouvoir discuter. Et ça, c'est le rôle des RH. C'est le rôle des RH dans les relations sociales, du management, comme on disait. Et là, j'ai la citation de Lawrence Lowell, l'ancien président d'Harvard, qui disait « Le management est le plus vieux des métiers », ça fait penser à un autre, et la plus récente des professions.
la plus récente des professions. Et donc, finalement, les RH sont une profession très, très récente. Mais, pour autant, déjà, sous Platon, dans la République, il parlait du mépris de la loi des jeunes générations. Donc, comme quoi, rien n'a changé sous le soleil. C'est Hésiope ? Oui, oui, c'est ça. Oui. Et donc, quoi vous dire d'autre ? Je dirais que... voilà. Alors, pour finir, je ferai peut-être un peu... Je ne sais pas si j'ai passé mon temps, mais je ferai un peu de sémantique. Un peu de sémantique, et finalement, c'est là que je vais conclure. Le dialogue social, c'est quand même quelque part un pléonasme. Il y a dialogue et il y a social. Alors, quand on commence à dialoguer tout seul, c'est qu'il y a un problème. Et dans les règles sociales, quand on est deux à s'arrêter, c'est qu'on est déjà en grève. Donc, dialogue social, finalement, c'est une manière de redondance pour renforcer un premier mot, qui est le mot dialogue, qui devrait suffire à lui-même. On ne devrait parler que de dialogue. Pourquoi parler de dialogue social? C'est donc pour renforcer quelque chose. Et le défaut, finalement, de cette forme sémantique qu'on appelle le pléonasme, c'est ce qu'on appelle la périssologie en grec, c'est-à-dire l'excès de minutie, le verbiage. Et c'est ça qui nous guette. Alors, un exemple de pléonasme qui ne va pas, c'est optimiser au maximum. Vous voyez ? Alors, c'est vrai que parfois, on cherche à optimiser au maximum. Mais un élément, par exemple, un exemple de périssologie, c'est parler avec la voix. Ou lire à livre ouvert. On ne lit que des livres ouverts. Pourquoi on dit lire à livre ouvert? C'est absurde. Bon, donc à un moment donné, il faut faire très très attention à ça. Le contraire du pléonasme, c'est l'oxymore. Un des plus beaux oxymores, celui de Corneille, qui dit une obscure clarté. Ça veut dire quoi? On ne comprend rien. Donc quelque part, on doit évoluer dans cette obscure clarté, dans ces livres à livre ouvert, en parlant avec sa voix, etc., etc. Et donc, un des enjeux les plus forts des relations sociales, et finalement le seul, c'est de gérer les changements. Et gérer les changements, ça, c'est la phrase de Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et on vit une époque de très forts changements. De la totalité des postes que l'on connaît aujourd'hui, dans 10 ans, aura évolué. 50% des postes existants seront morts. 50% de jobs qui auront été créés ne sont pas du tout connus aujourd'hui. Et donc, il nous faut, nous, entreprises, se mettre en position d'être en hyper-réactivité. On n'a pas les moyens de prédire l'avenir, mais on se doit, par le dialogue social, de construire... Une quatrième fois. Allez. Laissez-lui finir sa phrase. J'ai 3 mots à dire. De construire les processus qui permettent d'anticiper le plus vite possible pour être, avant ses concurrents, les meilleurs. Voilà. Merci. Merci, M. Herbert. Oui, il y a une question de la part de Madame la juge. Je vous en prie. Oui, monsieur, vous avez parlé de gérer les changements. Comment gérer ces changements par rapport justement à ce dialogue social et éviter cette périssologie dont vous avez parlé? Éviter finalement de parler pour ne rien dire ou de faire des arguties. Mais d'abord, le changement, il s'impose à nous tous les jours. Et donc, à un moment donné, il faut savoir être efficace et réactif. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, comment gérer le changement? J'ai donné un exemple en mettant en place des processus, des systèmes de gestion suffisamment ouverts. Et là, ça devient compliqué parce que je dirais l'opposé du processus, c'est le réseau. Et vous avez dans l'entreprise les 2 modes de gestion. La gestion par processus d'ingénieurs dans l'industrie, moi je suis dans l'industrie, mais aussi énormément de réseaux, le tissu humain, la relation. Et bien souvent, on a du mal à évaluer l'importance de l'un par rapport à l'autre. Et le dialogue social doit veiller tout le temps à remettre le réseau, l'humain, le dialogue à sa place, c'est-à-dire la première place, avant les processus. Sinon, c'est comme ça qu'on gagne, en écoutant les gens finalement.
Maître Bouvard? Non? Rien à ajouter. Merci. Monsieur Everbeck, merci beaucoup. Merci. Oups.